Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui en compagnie de Benoît. On est très heureux de vous voir aussi nombreux. Je m'appelle Laura. On va attendre 2-3 petites minutes les retardataires pour que tout le monde ait le temps de rejoindre cette session. En attendant, n'hésitez pas à vous familiariser avec le chat. Donc, vous pouvez dérouler un menu à droite de l'écran et taper toutes vos questions, toutes vos interventions dans la rubrique qui s'appelle Questions. Donc voilà, si vous avez des interrogations déjà en ayant lu le descriptif du webinaire ou si bien sûr vous voulez vous présenter, je lirai toutes vos réponses dans le chat et je transmettrai les questions à Benoît. Comme tous les autres webinaires, ce webinaire-ci se déroule dans le cadre de l'accélérateur du numérique, donc un programme d'Amazon qui vous forme au e-commerce. Si vous avez du temps ou si vous voulez continuer la formation, vous pouvez vous rendre sur notre site pour regarder nos modules, nos vidéos, et tout le reste du contenu qui est disponible. Donc, on va encore attendre 2-3 minutes. Bonjour à tous ceux qui m'ont déjà répondu dans le chat d'ailleurs. Bonjour à toi, Wélan. Oui, je vous vois, ceux qui viennent souvent au webinaire. Voilà, juste 2 petites minutes encore. Bonjour, Rita. Bonjour, Lynn. Tu nous rejoins pour la première fois. On est très content de ta présence avec nous au webinaire aujourd'hui. Bonjour Anissa, Pauline et Chloé. Il est midi 2. Je pense que je vais te laisser la parole, Benoît, pour que tu puisses commencer Oui, et présenter ton agence et le contenu du webinaire. ça marche. Merci, Laura. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce midi pour parler Social Ads ensemble, stratégie de conquête et retour sur investissement. Je me présente. Je suis Benoît Peigné. Je suis responsable du pôle social media chez 1789.fr, une agence web marketing. On est basé à Angers. Tac, vous allez voir mon visage qui est directement dessus. Petite latence dans les slides, j'attends une minute. Ça permet à tout le monde d'arriver entre-temps. Oui, donc Lynn s'est présentée, elle est en création d'entreprise et de e-commerce. Elle nous remercie pour nos formations. Et aussi JB qui nous dit bonjour dans le chat. Parfait. N'hésitez pas à participer. Puis Laura, effectivement, tu me donneras les questions s'il y en a. Et puis on gardera aussi des questions pour la fin, si des questions un peu plus profondes. Donc je disais, je suis Benoît Peigné, je suis responsable du pôle social média chez 1789. On est une agence web marketing, une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Et notre ambition, c'est de révolutionner la communication digitale des entreprises. On cherche à accompagner tout type d'entreprise aujourd'hui, les réseaux de franchise aux PME en passant par les plus petites TPE au niveau local. Et on les accompagne sur 5 grands champs aujourd'hui. C'est le niveau d'audit digital, comprendre un petit peu ce qui se passe sur le digital et puis comprendre surtout où sont nos clients, nos prospects. Pouvoir générer des contacts de qualité, c'est aussi ce qui va nous intéresser à travers le web et on va en parler forcément aujourd'hui à travers les social ads. Convertir, évidemment, au niveau e-commerce, mais aussi au niveau génération de leads directement sur les sites web. Et puis fidéliser à travers les réseaux sociaux beaucoup, mais aussi à travers d'autres canaux. Ça fait partie des grands pôles de l'agence aujourd'hui, en plus de la formation, évidemment, accompagner l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille sur de la formation. Pour ma part, je suis entièrement dédié aux social media aujourd'hui. Ça fait 11 ans maintenant que je suis au sein de l'agence. J'ai fait un petit peu de référencement naturel par le passé, mais aujourd'hui, j'accompagne surtout nos clients sur les stratégies social media et donc la publicité, le côté social ads qui va nous intéresser. Quelques références clients pour vous situer un petit peu les marques avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui. Beaucoup de réseaux de franchise, je le disais, de réseaux d'enseignes, à la fois du B2B, du B2C, et puis surtout des problématiques de lancement de site ou de refonte de site web et toutes les stratégies web marketing qu'il y a autour. Par exemple, en ce moment, je travaille avec des marques de chocolat pour préparer Pâques, des marques de fromage pour préparer aussi la saison auprès des distributeurs
et puis des entreprises au niveau de la menuiserie, des escaliers, avec lesquels justement on cherche à améliorer la communication sur le digital en parallèle de ce qui se passe notamment en point de vente, puisqu'on travaille beaucoup avec des réseaux de magasins. J'y reviendrai un petit peu dans les exemples tout au long de ce webinaire. L'idée, c'est voilà, qu'on puisse voir ensemble les enjeux aujourd'hui de la publicité sur les réseaux sociaux. Ensuite, le côté, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les facteurs clés de succès de la publicité. Et puis, des petites astuces pour améliorer des publicités. Soit vous en avez déjà un petit peu fait, soit vous découvrez complètement, soit vous voulez aller plus loin, justement, améliorer le côté performance en fait sur les réseaux. C'est ce qui va nous intéresser au maximum. Donc, une petite introduction au départ sur l'environnement aujourd'hui social média, avec le panorama des utilisateurs actifs. Ce qu'on appelle utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, ce sont les personnes, vous, moi, qui interagissons au moins une fois par semaine sur ces réseaux. Et en l'occurrence, chez YouTube, eh bien, la vue de vidéo est considérée comme une interaction. YouTube, je le mets un petit peu de côté parce qu'on ne le considère pas aujourd'hui comme un outil de publicité réseaux sociaux, même si c'est un réseau social. C'est davantage rattaché à Google. Donc, nous, on va se focaliser davantage sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Instagram, qui sont les réseaux les plus utilisés voilà, à titre personnel, des millions d'utilisateurs en France à gauche. Ce qu'il faut bien souligner avec ce petit panorama des réseaux sociaux, c'est qu'évidemment, on surveille quelles sont les tendances. On a beaucoup entendu parler de Facebook, des scandales Facebook ces dernières années. Oui, les 12-25 ans sont de moins en moins sur Facebook, c'est clair. Par contre, on reste quand même des millions de Français à l'utiliser tous les jours, toutes les semaines. Donc, ça reste aujourd'hui la régie publicitaire la plus intéressante à exploiter, en plus du fait qu'elle est complètement liée à Instagram. C'est-à-dire qu'une publicité Instagram, on va également la mener à travers la régie publicitaire Facebook. À noter aussi l'évolution de certains réseaux comme TikTok, qui ont vraiment très bien progressé ces dernières années, comme notamment grâce au confinement, grâce. Et puis Pinterest, qui également n'est pas le plus fort en termes d'utilisateurs actifs, mais en termes d'attention et de temps passé sur le réseau, ça va être aussi un des réseaux majeurs. Quelques tendances en chiffres vis-à-vis de ces réseaux-là et du côté publicitaire. On a aujourd'hui, vous allez voir la slide qui s'affiche, j'ai une petite latence de 3 secondes. Le marché de la publicité digitale qui a plus que doublé depuis 2016 avec une très très forte croissance annuelle, voire une croissance qui est plus forte que celle du search. Ce qu'on appelle le search, c'est tout ce qui se passe sur Google en termes de référencement naturel et référencement payant, Google ou autre moteur de recherche. Et bien à côté de ça, le social, donc l'utilisation des régies publicitaires progresse énormément, que ce soit en volume et en valeur, en volume aussi en termes d'utilisateurs et d'entreprises qui investissent. Il y a une prévision autour de 9 milliards d'euros investis en 2022, avec une progression qui continue, malgré une année 2020 forcément qui a été un petit peu au ralenti dans les différents investissements. Tous ces leviers ont rebondi vraiment en 2021 et on sent bien que ce qui fait la croissance aujourd'hui du social, c'est justement d'intégrer ces publicités en plus des autres publicités qu'on va faire sur des médias classiques, sur de la télé, sur de la presse, sur de l'affichage et en parallèle de ce qu'on va faire, des investissements qu'on va avoir aussi sur Google. Ce sont des statistiques qu'on retrouve chaque année dans l'observatoire de l'ePub pour voir un petit peu l'évolution. Forcément, on va souvent investir en tant qu'entreprise sur les outils, les canaux les plus performants. Et on va voir que le social media en devient à part entière, notamment grâce à la vidéo. La grande croissance du social ads aujourd'hui, c'est surtout grâce à la dynamique de la vidéo. Parce qu'on a une très très grosse partie des investissements qui se font sur mobile et que les performances se font essentiellement sur mobile. Aujourd'hui, sur les régies qu'on utilise le plus, nous en tant qu'agence web marketing, mais de manière générale les entreprises, c'est vraiment Facebook qui est en tête, Facebook et YouTube. Et puis après viennent Pinterest, Twitter, LinkedIn, qui sont chacune des régies indépendantes et qui vont également permettre aux entreprises de communiquer, plus que communiquer, d'aller aussi évidemment générer des leads et des conversions vers leur site web aussi en parallèle. Dans les réseaux un peu plus émergents, Snapchat ou TikTok qui sont plus jeunes, il y a pour le moment moins d'investissement, mais parce qu'on est sur des sphères à la fois très jeunes, un public très jeune, qui vieillit quand même assez rapidement sur TikTok. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais les 30, 40, 50 ans arrivent aussi très vite sur TikTok, un petit peu comme on est arrivé rapidement sur Instagram aussi il y a quelques années.
Et donc, les régies publicitaires concernent surtout des marques dans la grande distribution, le e-commerce, la mode, des sujets qui vont être vraiment dédiés aux plus jeunes dans un premier temps, mais on sait que c'est des régies qui progressent aussi extrêmement bien et qui se sont emparées un petit peu des bonnes méthodes des autres régies publicitaires. Donc aujourd'hui, sur les grands enjeux qu'on a sur le social ads, on fait quelques constats. D'abord, les Français utilisent de plus en plus de réseaux sociaux différents, presque 7 par personne en moyenne. On a aussi une fréquentation qui s'est accrue pendant les confinements et une habitude à revenir sur ces réseaux sociaux. Donc un temps passé par jour qui a augmenté. On était autour d'1h30 avant les confinements, maintenant c'est 1h40 passé sur ces réseaux. Alors dans ces réseaux sociaux, on intègre aussi WhatsApp, vous l'avez vu dans le classement avant. WhatsApp, ça va pas être une régie publicitaire à part entière, mais évidemment, c'est du temps passé sur les réseaux et un côté zapping, on va passer quelques minutes de temps en temps sur un réseau comme WhatsApp. On passe 90% du temps sur mobile, donc quand on est annonceur, vous en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, les agences aussi, on va se poser la question d'avoir des contenus qu'on peut facilement consulter sur mobile, et notamment de la vidéo courte, évidemment. Et puis, on va se soucier des tranches d'âge en fonction des réseaux sociaux. En l'occurrence, on sait que la grande majorité des utilisateurs actifs ont moins de 35 ans, mais quand on décide d'aller sur un réseau comme LinkedIn, ça va être l'inverse. La majorité des utilisateurs vont avoir plus de 35 ans, donc ce serait intéressant, notamment au niveau professionnel, d'investir un budget sur LinkedIn. Et puis, ce dont on s'aperçoit aussi de plus en plus ces dernières années, c'est que là où on avait des réseaux sociaux de consultation, de je suis mon fil d'actualité, je regarde les actualités un petit peu des amis, de mes collègues, de mes interlocuteurs professionnels, et ben on est passé de cette consultation à de la prise de décision, à vraiment de la recherche d'informations stratégiques, donc pour aller vers de l'achat, mais aussi pour aller vers du remplissage de formulaires, vers du questionnement vis-à-vis des entreprises. Et c'est ce qui va nous intéresser à travers le côté publicitaire, c'est de pouvoir justement inviter nos cibles, nos publics cibles à davantage interagir vis-à-vis de notre marque, de nos services, de notre entreprise, et puis surtout de les faire naviguer aussi vers nos sites web. Donc on a 5-6 grands challenges aujourd'hui pour les entreprises en 2022. C'est d'abord la création de contenu, parce qu'on se rend compte qu'il faut pouvoir renouveler, il faut pouvoir apporter des contenus un peu plus neufs tous les ans. C'est de pouvoir investir en publicité. Et là, ça s'est inversé depuis 4-5 ans. Avant, on cherchait à faire du community management, donc prendre la parole sur le réseau. Et puis, si on avait du temps ou du budget, on imaginait de la publicité. Maintenant, c'est un peu plus l'inverse. On sait qu'on va investir pour avoir un retour sur investissement. Donc, c'est d'abord les social ads. Et puis, le community management vient dans un challenge un peu plus d'image de marque et puis de rassurer un petit peu nos communautés. Ce qui va être super important dans le community management, ce qu'on appelle la communication organique, donc non payante, ça va être surtout les échanges avec les internautes, d'obtenir des feedbacks. C'est ça qui va être intéressant. Mais de toute façon, on le fera aussi à travers la publicité. Et puis dans les autres enjeux, on va avoir ce côté expérience multicanal. En gros, on veut que nos utilisateurs apprennent à nous connaître à travers différents champs de communication. Donc la publicité sur les réseaux en font partie, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'autres champs de communication. Donc c'est surtout sur le timing de prise de parole qu'on va se poser les bonnes questions. Et puis enfin, un des enjeux qui est le sixième, mais qui est important, c'est la protection de la communauté, protection en termes d'identité, d'information, de data. On va jouer entre guillemets avec des réseaux, des régies qui sont mal vues parce que justement elles exploitent beaucoup de data. Ces data, c'est ce qu'on veut nous en tant qu'utilisateurs, ce qu'on veut bien partager. La plupart des gens aujourd'hui ne connaissent pas les préférences et confidentialité de leur profil LinkedIn ou de leur profil Facebook. Donc, on doit aussi composer avec ça et se dire jusqu'où on va dans l'utilisation de ces data. Est-ce qu'on est une entreprise éthique et est-ce qu'on s'arrête à un moment T en disant non, on ne veut pas être trop intrusif, on ne veut pas utiliser telle ou telle possibilité donnée par Facebook. Ça, c'est à chaque entreprise aussi de fixer un petit peu les limites. Mais globalement, on pourra faire des choses complètement éthiques et bienveillantes à travers la publicité, justement en faisant en sorte de ne pas fatiguer notre audience. Tout simplement, par exemple, en disant une publicité, je ne veux pas l'adresser plus de 3 fois à la même personne. Sinon, on considère que ça va être un petit peu trop relancé. Est-ce que déjà à ce stade, vous avez des questions, des remarques? Alors, il y a Joshua qui t'a posé la première question. On les traitera par ordre chronologique, qui te remercie d'ailleurs pour ton introduction
et qui te demande si l'émergence de TikTok pour toi est un véritable phénomène ou juste une mode. Entre parenthèses, il nous explique qu'il pense, lui, que les réels Instagram vont finir par dépasser TikTok. Oui, alors effectivement, Instagram a su contrer un peu l'avancée, ils les ont vu venir et évidemment, ils ne se sont pas laissés marcher sur les pieds. Il y a 2 ans, j'aurais dit TikTok est un phénomène ponctuel, un petit peu à la Snapchat. Je crois beaucoup moins à Snapchat qu'en TikTok. Et voilà, j'aurais dit ça va passer, le côté danse, amusement, très jeune, très ludique. Et puis, depuis 2 ans, depuis les confinements, je considère ça beaucoup plus au sérieux aujourd'hui, comme clairement un concurrent d'Instagram et quelque chose qui va s'installer dans le temps. Ils ont eu cette intelligence d'y aller progressivement en termes de monétisation de leur audience et surtout d'inventer des nouvelles possibilités de proposer des contenus. Donc, les tranches d'âge sur TikTok continuent de progresser et on n'est plus uniquement sur les moins de 20 ans, moins de 25 ans. Ils attirent aujourd'hui les 30 ans et plus. Vous avez sans doute vu aussi des très grosses campagnes de communication sur l'Euro, sur les JO, sur les événements sportifs. On les voit partout. Voilà, depuis que les États-Unis ont accepté de faire voir TikTok aux États-Unis, parce qu'il y avait cette crainte du blocage. Quelque part, c'est un réseau qui s'est vraiment développé. Aujourd'hui, je l'utilise pas, c'est de très loin le plus petit réseau, la plus petite régie que j'utilise par rapport à mes clients, parce que j'en ai aussi beaucoup en B2B que ça n'intéresse pas, en B2C, pardon, en B2B. Mais oui, il faut le considérer avec sérieux pour l'avenir comme un vrai concurrent d'Instagram pour moi et une vraie possibilité de construire des contenus complètement différenciants dans des contenus, des vidéos très courtes. Donc vraiment à considérer de près, même si en termes d'utilisateurs actifs, ils n'en sont pas encore au stade de Facebook ou Instagram. Alors, il y a Lynn qui demande aussi une petite précision. En lisant tes slides, elle a dit qu'il fallait trouver un canal de distribution pour son e-commerce. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? Ça va être surtout de faire en sorte de mettre en place un catalogue au niveau e-commerce. C'est le catalogue Facebook qui va nous permettre de créer des publicités. Je vais y revenir un petit peu après dans les objectifs. Mais oui, si on veut imaginer en e-commerce se servir des réseaux sociaux pour bien communiquer, surtout pour vendre, ça va passer par la mise en place de catalogues via le Business Manager Facebook notamment. Ok, très clair. Alors, dernière petite question de Léna sur les campagnes d'influence qui te demande quelques conseils, mais si tu réponds plus tard, je pense on peut te laisser continuer. Ouais, on en reparlera un petit peu du côté influence aussi, qu'il faut toujours garder à l'esprit sur les réseaux sociaux, hein, qui font partie des enjeux majeurs, même si sur la publicité, on parlera peut-être plus de co-branding. On va y venir juste après. Ok, top. Quelques facteurs clés de succès par rapport à ces réseaux sociaux. Bon, déjà, les intégrer aujourd'hui dans une logique, une méthode de travail où on se dit on a des réseaux sociaux, on veut des pages solides qui atteignent beaucoup de monde, il faut pouvoir les optimiser. Ça, c'est souvent la première étape, enrichir nos réseaux. Ensuite, construire une ligne éditoriale à travers notre community management. Et le fait de créer cette ligne éditoriale va crédibiliser en fait les premiers investissements. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le côté social ads, pour faire des publicités les plus chirurgicales possibles. Et plus on va être efficace à travers nos publicités, plus on va favoriser aussi la considération de nos pages par les algorithmes, que ce soit chez Facebook, Instagram ou autres. Donc, on crée ce cercle vertueux finalement de se dire nos pages elles sont mieux considérées, donc elles augmentent leur portée aussi, quel que soit le nombre de fans d'ailleurs. C'est toujours important d'avoir un grand nombre de fans sur une page, ça peut rassurer, mais le fait d'investir en publicité va aussi donner davantage de portée à nos propres publications en gratuit, en organique. On a ensuite le côté, hop, je reviens, toujours une petite latence, quelques exemples, parce que je parle de publicité, mais il faut aussi bien voir ce qu'on a exactement derrière. Ça va arriver un peu. Voilà. Bon. Quelques exemples de publicité sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les posts sponsorisés. On les retrouve dans nos fils d'actualité, on les retrouve dans les stories, on les retrouve dans les différents formats que présentent les réseaux sociaux. Et on va avoir différents formats, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces publicités apparaissent très souvent tous les 3 ou 4 posts quand on scrolle, quand on descend un fil d'actualité. Donc forcément, c'est une visibilité accrue, c'est beaucoup plus de monde touché que dans nos propres communautés. On estime que quand on fait un post sur notre page Facebook, par exemple, on touche entre 12 et 15% de nos fans. Donc déjà, on n'a pas forcément beaucoup de fans au départ, et en plus, on touche encore moins au niveau gratuit. Et quand on va investir en publicité, forcément là, on va toucher beaucoup plus de monde. La particularité de ces publicités, c'est souvent de pouvoir proposer un texte déjà, pouvoir expliquer les choses.
Ensuite, un visuel, plusieurs visuels, des vidéos courtes, vidéos longues, selon les réseaux, on pourra dire différents formats. Et puis, sans doute le plus important, c'est un bouton d'action. Là, en savoir plus, par exemple, ou s'inscrire à un événement. C'est ce qui va nous permettre de faire naviguer vers notre site e-commerce, vers nos pages produits, ou directement vers des pages d'explication, des pages d'information. Aujourd'hui, parmi mes clients, j'ai autant de clients qui souhaitent faire naviguer pour faire lire, pour faire découvrir un produit ou une information, que de clients qui veulent vraiment faire se décider, c'est-à-dire prendre une décision, acheter par exemple. Donc, ces social ads, en fait, on va chercher, on a différentes raisons d'investir en publicité. Je vous en ai mis là 10 qui me semblent les plus importantes, parce que c'est quand même un levier spécifique, ce côté social ads. D'abord, on va chercher à communiquer sur ces plateformes qui sont très fréquentées, donc différentes d'autres systèmes de communication. Ensuite, on va capitaliser sur un temps d'attention qui est un peu plus long. On l'a dit, on passe du temps sur ces réseaux, mais attention, on passe du temps en zapping. Et puis, on va s'appuyer sur des datas, des informations de la part des utilisateurs qui sont à jour, à la fois le déclaratif, ce qu'on dit sur notre profil, tiens, je suis Benoît Peigné, je suis marié, j'ai 2 enfants, je fais du tennis. Bon, tout ça, Facebook le sait et je peux être ciblé par la publicité vis-à-vis de ces informations-là. Et puis, vis-à-vis des informations comportementales, c'est j'ai déjà navigué sur le site de SumUp et c'est pour cette raison que la publicité me revient, ce qu'on va appeler le remarketing, retargeting. C'est aussi possible à travers Facebook et la plupart des régies publicitaires. Ensuite, il y a le côté, je le disais, le community management, c'est un investissement de temps. On passe du temps à créer des posts sur nos pages. Bon, pour récolter 2-3 likes, on se dit c'est jamais vraiment assez. Donc, le fait d'investir en publicité va nous permettre d'amortir ce temps passé sur nos réseaux. Ça va nous permettre de toucher, donc on l'a dit, au-delà de nos fans actuels, et puis de partir à la conquête d'audiences un peu plus qualifiées, beaucoup plus chirurgicales, et notamment d'apprendre de ces audiences pour pouvoir encore plus vite toucher des publics qui réagissent vraiment et qui vont là, du coup, aller vers notre site web et peut-être consommer directement sur notre site internet. L'autre idée, c'est d'obtenir davantage de réactions, d'interactions, donc les j'aime, commentaires, partages, et puis un peu plus de feedback également. Après, c'est aussi une question de, je bâtis une stratégie en parallèle de mes autres actions de communication. J'avais un visuel, un vidéo que j'utilise sur Google ou sur mon site web ou sur d'autres actions. Je vais aussi amortir cette création de vidéo pour l'investir sur mes réseaux. Et du coup, avoir d'autres canaux que Google, parce que souvent, l'investissement en termes de retour sur investissement, au coût par clic notamment, c'est Google le plus intéressant aujourd'hui, clairement. Mais on va avoir d'autres canaux qui vont aussi être complémentaires et peut-être un peu plus en conquête. Parce que Google, on répond à une intention. Les gens font une recherche dans le moteur de recherche. Là, on va plus être à solliciter les internautes sur tiens, c'est la promo du printemps chez SumUp, pour l'exemple. Profitez-en maintenant. C'est là que ça devient intéressant de s'inclure dans le fil d'actualité des personnes. Et puis, évidemment, ça va être de générer des performances, un peu du like à l'achat. Oui, on est là pour inspirer, pour permettre de comparer, mais surtout pour avoir cette prescription par le partage et une prise de décision dans l'achat final. Un petit outil que je vous recommande pour aller voir si vos concurrents ou les acteurs qui vous intéressent font de la publicité, c'est ce que Meta, donc le groupe Facebook, appelle Facebook Ads Library, une sorte de bibliothèque des publicités récentes réalisées au cours du dernier mois par les différents acteurs. Là, quand je tape Leroy Merlin, je tombe sur les publicités actuellement en cours et ça permet de voir s'ils sont sur Facebook, sur Instagram, s'il y a différentes prises de parole au niveau visuel, texte. Voilà, c'est une petite URL que je vous ai mis là qui est toujours intéressante à utiliser en amont d'une stratégie, à savoir que font mes concurrents, où est-ce qu'ils sont exactement, est-ce qu'ils sont dynamiques et est-ce que je m'intègre sur ce terrain de jeu ou au contraire je juge que ce n'est pas opportun pour le moment. Donc ça, c'est plus avant de se lancer. Avant de se lancer, un des points clés, ce sera aussi de réfléchir à nos cibles. Avant même d'aller se dire, tiens, je vais aller créer des audiences sur des régies publicitaires, c'est, OK, quels sont mes clients actuels, mais surtout, quels sont mes futurs clients? Est-ce que je vais viser ces futurs clients directement ou est-ce que je passe par des prescripteurs qui vont me recommander? Et du coup, par les réseaux sociaux, c'est un ami d'un ami qui a dit à un autre ami que ma marque était intéressante. Et là, on a ce système de recommandation qui fait que ce n'est pas juste Facebook ou Google qui nous a dit que c'était bien. Non, c'est vraiment nos amis qui nous le disent. Donc, c'est toujours intéressant.
Quels sont les centres d'intérêt aussi de nos publics cibles? Au-delà de, tiens, je vends des chaussures, les gens aiment les chaussures, bon, d'accord, mais dans leur vie au quotidien, qu'est-ce qu'ils consultent? Est-ce qu'il y a des médias qu'ils préfèrent? Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt, culture, sport, etc., qui vont nous permettre aussi de cibler des personnes bien précisément? Et puis, quelles sont leurs intentions? Je parlais de Google avec les mots-clés. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi sur Facebook, c'est essayer de voir derrière un mot-clé, est-ce qu'il n'y a pas un centre d'intérêt aussi qui se cache? Est-ce qu'il n'y a pas des audiences? Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui interagissent avec des groupes sur Facebook, sur LinkedIn, et du coup, qui peuvent être aussi facilement reciblés à travers de la publicité? C'est des questions importantes à se poser en amont, comme on fait un plan de communication, comme on fait des personas en communication. Eh bien, on va essayer de faire une fiche d'identité comme ça de notre cible parfaite, et après, on essaiera de voir sur les régies si on arrive effectivement à répondre à ces critères. Autre point important, c'est dans notre communication en tant qu'entreprise, est-ce qu'on a des temps forts, des moments dans l'année qui sont plus opportuns à investir en publicité? Est-ce qu'on a déjà des contenus créés dans l'entreprise, des photos, des vidéos qu'on peut réutiliser pour de la publicité? Toujours important de pouvoir aussi recycler certaines choses parfois. On parle beaucoup de création de contenu, mais parfois, il faut aussi savoir recycler. Et puis, est-ce qu'on a mis en place une stratégie d'inbound marketing ou de social selling? J'entends par là, est-ce qu'on a demandé aux collaborateurs, par exemple, de partager régulièrement nos posts? C'est des habitudes importantes à prendre et ça s'inclut complètement dans ce processus de attirer, convertir, conclure, fidéliser. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma ailleurs. On le reprend assez souvent, quels que soient les moyens digitaux ou même non digitaux qu'on utilise. Là, à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. On s'adresse peut-être à des inconnus au départ. On veut les faire naviguer vers nos réseaux qui s'abonnent à nos pages, mais aussi vers nos sites web qui deviennent des visiteurs, qui deviennent ensuite des leads parce qu'on a eu les arguments et parce qu'on a la comparaison facile avec d'autres produits, d'autres services, pour ensuite qu'ils deviennent clients, qu'on puisse les relancer par de l'email ou par de la publicité aussi. Et ça ne s'arrête pas là, puisque derrière, on veut qu'ils deviennent aussi complètement ambassadeurs et qui nous recommandent évidemment à long terme. Et ça, la publicité va nous aider à ça. Mais il faut pouvoir se poser un petit peu ces repères en amont. Quel est mon contexte d'entreprise? Je n'investis pas juste 10 € pour faire un test. C'est vraiment, il va falloir investir un budget, on va en parler après. Donc du coup, est-ce qu'il y a un temps fort dans l'année, une période sur laquelle c'est un peu plus opportun? Important aussi de voir si vous avez en parallèle des Google Ads, quelles vont être les distinctions. On a d'un côté Google qui répond à des intentions, puis d'un autre côté le côté réseaux sociaux où on va être un peu plus en conquête. Ce qui m'amuse parfois, c'est qu'on dit oui, les réseaux sociaux, c'est du marketing, etc. En fait, il n'y a rien de plus marketing que Google aujourd'hui, puisque c'est répondre à un besoin. Je suis l'offre, je réponds à la demande, je regarde la demande, je vois comment je peux construire une offre. Alors que les réseaux sociaux, on va être davantage dans du push, propose quelque chose, les gens en veulent pas, ceux qui en veulent, je vais pouvoir les relancer, et du coup, si ça fait partie de leur centre d'intérêt, je suis beaucoup moins intrusif finalement que si j'envoyais à plein de personnes en même temps. Donc, dans les distinctions qu'on a entre les deux, à mon sens, c'est toujours important d'investir sur les deux aspects en parallèle pour vraiment se rendre compte de la performance. Mais si on doit montrer un point de différence, ça va être sur le côté jouer un peu plus sur les émotions, proposer des offres spéciales, des exclusivités avec un temps donné, des ventes privées par exemple, et puis appuyer sur les visages, les photos, les vidéos, pouvoir faire aussi différents contenus qu'on ferait peut-être un petit peu moins sur Google ou peut-être seulement à travers du display. Et dans les grands champs importants aussi, avant de se lancer en publicité, c'est le côté paramétrage du compte publicitaire. Je vous l'ai mis à quelques étapes importantes. C'est d'abord de disposer d'une page dont l'administrateur est un profil réel, c'est-à-dire un nom, prénom, coordonnées à jour. En fait, je recommande vraiment aujourd'hui d'utiliser Facebook, Instagram comme on utilise LinkedIn, en se présentant comme un professionnel, nom, prénom, et en ayant nos informations à jour, puisque derrière, on va vouloir devenir administrateur d'un business manager de la maison de la régie publicitaire Facebook. Et pour ça, Facebook aura besoin d'étapes de validation pour vérifier qu'on est bien une vraie personne et qu'on fait bien partie de l'entreprise. Et puis après, on aura le paramétrage de ce business manager, qui est toujours une étape qui peut être un petit peu longue, c'est une demi-heure, une heure, pour renseigner les coordonnées, donner les droits d'accès, rattacher la page, pour bien faire comprendre qu'on va faire les publicités vers cette page Facebook et ce compte Instagram, et puis créer le compte publicitaire dans lequel on va aller jouer avec nos régies. On reparlera aussi tout à l'heure du pixel et des événements de conversion qu'on pourra avoir. C'est aussi dans le Business Manager qu'on va faire ces étapes-là.
Donc, pour vous y retrouver, je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai peut-être mis après, c'est clairement business.facebook.com pour se retrouver sur ce Business Manager. Est-ce qu'il y a des petites questions avant de regarder les étapes justement pour Yes. démarrer la campagne? Alors, tout à fait. Donc, d'abord, la question de ligne sur les prix de ces publicités. Je pense que tu vas du coup Ouais, l'évoquer dans cette on va partie. Ensuite, faire ça la question exactement. de Philippe, qui te remercie et qui trouve ça très intéressant et qui te demande quel est le taux de conversion. Donc, je pense sur le genre de publicité que tu as mentionné. Oui, alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question, hein, la question stratégique. Ça dépend de tellement de choses différentes. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du réseau qu'on utilise, ça dépend du timing, ça dépend des contenus qu'on va proposer aussi dans les publicités. Donc, on peut avoir des… Et puis ça dépend du modèle économique qu'on a, parce que si je vous dis, tiens, j'ai un taux de conversion de 1%, ça paraîtra ridicule pour certains. Et puis, si je vends des Ferrari, ben, c'est génial. Et puis, on peut monter à voilà, 7-8% parce qu'on est sur des marques beaucoup plus dans la discussion aussi, ça va aider. Ou alors sur des marques qui travaillent beaucoup avec des influenceurs, c'est aussi le parallèle que je fais là. Plus on va être recommandé par des personnes clés autour, plus on va améliorer aussi ce taux de conversion parce qu'on va avoir le critère de réassurance et il n'y a pas que la marque qui dit qu'elle est bien, il y a aussi ce qui se passe autour et toutes les personnes autour. Donc, Très oui, je clair. pense à ça. Yes. Avant de te laisser continuer, on va juste prendre la question de Charles aussi, qui te dit que, en fait, tu as mentionné qu'il n'y avait que 12% d'interaction avec un post organique et il te demandait comment t'expliquer ça et comment optimiser ce taux. Oui, alors c'est entre guillemets malheureux parce qu'il y a quelques années, voilà, on faisait des publications et on touchait quasiment tous nos fans. C'est clairement les régies, et là je ne vais pas être gentil avec elles, mais ce sont nos réseaux sociaux, les Facebook et compagnie, qu'on dit, ben voilà, si on veut toucher davantage, il va falloir investir des budgets publicitaires. Donc c'est le modèle économique de ces régies. Faire mieux que ça, c'est d'abord la régularité. Et ça, quels que soient les types d'entreprises, je me rends compte assez souvent que c'est pas la prise de parole sur les réseaux sociaux n'est pas assez régulière. Il faut imaginer aujourd'hui faire 2 à 3 publications par semaine minimum quand on est une marque. Donc c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est quelque part aussi un investissement qui coûte. Mais c'est en faisant ça et en apportant des contenus toujours plus nouveaux, neufs, qu'on va améliorer ce pourcentage de personnes parmi nos fans qu'on va vraiment réussir à toucher. Voilà, on peut arriver à 15, 20, 25%, mais c'est vrai qu'on n'ira pas beaucoup là parce que il faut bien voir aussi que nos utilisateurs, nos fans, se sont peut-être abonnés il y a longtemps, sont peut-être pas encore tout à fait aficionados et moins ils interagissent, moins ils verront nos publications. Et puis surtout, on a des fils d'actualité qui défilent des tas de posts dans tous les sens tous les jours. Ça, on le voit justement quand on a un nouveau réseau comme TikTok. Quand on arrive dessus, on revoit facilement les mêmes choses qu'on a likées. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes personnes, les mêmes pages. Ouais. On a l'impression vraiment de voir les choses. Puis quand on est sur Instagram depuis 7-8 ans, on a liké tellement de pages que finalement, on les voit une fois par semaine, une fois par mois, de temps en temps, le post de telle ou telle page. Donc oui, c'est à la fois malheureux et à la fois se dire que notre communauté, ce sont en fait nos premiers prescripteurs. Moi, je les vois comme ça. Les fans, ce ne sont pas des acheteurs, ce sont les gens dont on veut qu'ils partagent auprès de leurs amis. Donc, qu'on vise 5, 10, 15% de cette communauté, le but, c'est qu'on ait déjà des premières interactions sur nos posts gratuits. Très clair, merci. Merci pour ta question, Charles aussi. Quelques étapes indispensables au bon déroulement. Alors, un schéma classique que vous connaissez déjà peut-être, mais juste se dire que investir en publicité, c'est aussi savoir prendre son temps. Si j'écoute la plupart de mes interlocuteurs aujourd'hui, c'est tiens, j'ai un budget à investir pour avril 2022 et ce que je veux, c'est du chiffre d'affaires. Ok, très bien, j'entends complètement, c'est tout à fait logique, mais ça correspondrait à l'étape 9, faire convertir. Et avant ça, si on veut bien utiliser notre régie publicitaire, nos social ads, en fait, on va devoir d'abord solliciter nos publics, d'abord en les touchant, ensuite en faisant connaître notre marque, en la faisant préférer, en essayant de les faire adhérer à notre page, donc qui viennent aussi devenir fans, abonnés de nos comptes. Essayer de leur apprendre quelque chose, leur enseigner quelque chose sur notre marque, sur nos services, sur la finalité de notre produit. Les faire réagir, les faire naviguer vers notre site web pour qu'ils apprennent aussi à les connaître et qu'ils comprennent qu'on a aussi notre site e-commerce ou notre site de génération de leads à côté. Peut-être les faire s'inscrire, donc remplir des formulaires, et seulement après, on arrivera beaucoup plus facilement à les faire convertir. Si on cherche à les faire convertir tout de suite, on peut y arriver, mais clairement, ce taux de conversion sera sans doute extrêmement faible parce qu'on a sans doute sauté trop rapidement les étapes précédentes.
Donc, c'est ça qui est important à prendre en compte, que oui, on va pouvoir investir tout de suite et avoir des résultats rapidement, mais les résultats, il faut peut-être d'abord imaginer que ce sont des nouveaux abonnés, des nouvelles réactions, de la navigation vers notre site, donc un trafic, et seulement après des conversions. C'est pour ça que nos principales régies publicitaires sur les réseaux nous proposent des objectifs à choisir quand vous commencez une campagne. On a souvent 5-6 grands objectifs et il faut bien voir ce qu'on a derrière. Un objectif aujourd'hui, c'est à la fois ce qu'on veut nous comme indicateur de performance, mais c'est aussi ce qu'on va demander au réseau social, à l'algorithme. Donc quand on cherche à faire de la notoriété, on obtiendra une portée, une couverture, un nombre de personnes touchées, des impressions, donc des vues de nos publications, des vues de vidéos et puis de la mémorisation publicitaire, ce qui est un peu plus léger. C'est en gros Facebook qui nous dit oui, les personnes se sont souvenues de vous à J+2, J+10. Bon, je le fais rarement parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus sérieux. Des interactions, une campagne d'interaction, là on veut des mentions j'aime, des likes, des messages, des vues de vidéos, des clics sur les épingles Pinterest par exemple. Ou alors on a une application et donc on veut que les gens téléchargent notre application ou fassent un événement particulier sur l'application. Ce qu'on va faire le plus souvent, c'est des campagnes de trafic parce qu'on veut faire naviguer vers notre site web. Donc là, soit on a des clics, soit on a des vues de pages de destination. Il y a une petite nuance, c'est que les clics, ça embarque aussi toutes les réactions qu'il y a sur la publicité, donc les j'aime, les interactions, etc. Le clic sur le nom de la page et puis le clic vers le lien vers le site web. Alors que quand on dit on veut des vues de page de destination, ben là, on est sûr que dans nos chiffres, on a vraiment les personnes qui sont arrivées sur la page finale. Dans les grands objectifs, on aura aussi le côté prospect, mais là, attention à ce terme-là, on est plus dans le côté, en fait, je fais une publicité, comme on a vu tout à l'heure les exemples, et mon formulaire de contact est directement intégré dans la publicité. C'est-à-dire quand je clique sur contacter ou en savoir plus, j'ai directement le formulaire de contact qui se défile dans la publicité, donc je ne fais pas du tout naviguer l'internaute vers mon site web. C'est intéressant quand on n'a pas forcément de site web ou quand on n'a pas de page d'atterrissage dédiée, ça peut être vraiment pertinent. Pareil pour de l'inscription à un événement Facebook ou à une offre particulière, on parlera de prospect dans ces cas-là. Et puis le Sésame, c'est l'objectif de vente, où là, effectivement, on veut des conversions sur notre site web ou des ventes sur catalogue, donc j'en parlais tout à l'heure, quand on est en e-commerce, on va, un petit peu comme sur Google et le côté Google Shopping, on va intégrer un catalogue et faire en sorte que nos publicités intègrent nos fiches produits avec les tarifs, avec les informations spécifiques qui viennent directement soit de notre CRM, soit de notre site web, soit de l'outil de gestion de notre catalogue produit sur le site web. Et le dernier qu'on a surtout sur LinkedIn, c'est le côté candidature, où là, effectivement, on va cibler des candidats pour obtenir des réponses à des offres d'emploi ou des vues de pages de destination aussi sur un site web. Donc, c'est important de bien se poser la question de savoir ce qu'on veut faire à l'internaute avant de démarrer une publicité, parce qu'une fois qu'on aura démarré, on ne pourra plus switcher. On sera parti sur une campagne de trafic, tac, on reste sur du trafic. Si on veut faire une campagne de vente, il faudra recréer une deuxième campagne, donc souvent investir un budget différent. Donc, je disais, voilà, les indicateurs, les exigences et le côté, ouais, ça s'affiche, le côté notoriété. Par exemple, si je veux toucher un maximum de personnes, eh ben, ça ne veut pas dire la même chose aux yeux de l'algorithme que toucher les personnes les plus susceptibles de cliquer. Donc, je me dis, tiens, bah, je vais obtenir des clics. Donc, je vais faire une campagne de trafic, je vais obtenir un maximum de clics. Oui, mais pour l'algorithme, ça ne veut pas dire la même chose que toucher les personnes les plus susceptibles de convertir. Ah ok, ben, du coup, je veux générer des leads, donc je veux obtenir un maximum de conversions. Ah oui, mais à ce moment-là, pour l'algorithme, ça ne veut pas dire toucher un maximum de personnes. Et on reboucle. En fait, il faut de la notoriété. Donc ces trois champs-là, finalement, vont être importants. Il me faudra de la notoriété, il faudra que je sache générer du trafic pour apprendre à l'algorithme qui est le plus susceptible de naviguer vers mon site web, par exemple, ou vers mon application. Et seulement après, je pourrais dire, OK, parmi ces personnes-là, je veux générer des leads, donc je vais chercher l'objectif vente ou conversion. En sachant qu'à ce moment-là, je ne toucherai pas beaucoup de personnes, ce sera plus les personnes seulement concernées. Ce qui est important aussi dans ces étapes, c'est de construire notre campagne en se disant bah, j'ai un objectif par campagne, un objectif précis, et derrière, je vais pouvoir avoir plusieurs audiences, ce qu'on appelle les ensembles de publicité. En gros, dans chaque ensemble de publicité, on va avoir un ciblage, un placement, peut-être plusieurs placements parfois, un budget et puis un calendrier, une date de début, une date de fin. Donc la première question, que souhaite-t-on faire aux internautes? Et puis après, quel budget je vais consacrer? Moi, sur un démarrage, je recommande d'investir 500 € par mois pour avoir justement des performances intéressantes en termes de coût par résultat. Quel est mon coût par clic? On va l'apprendre au fur et à mesure,
Mais si on est en dessous de 500, vraiment 350 € par mois minimum, strict minimum, sur une région donnée, je crois que j'en reparle un petit peu après aussi, c'est souvent ce qui va être intéressant. Et puis quand je dis par mois, c'est en fait pour être sur une période et pas investir un budget par jour, parce que ça, le risque, c'est que vous n'ayez pas de date de fin et que votre budget continue de se consommer alors que vous vous souvenez plus qu'il y avait une campagne en cours. Ça m'arrive à peu près 1 à 2 fois par an de récupérer des comptes de clients qui me disent « oui, on avait un compte publicitaire », puis je me rends compte qu'il y a des dettes parce qu'il y a eu des campagnes qui ont été faites par jour et qui ont été oubliées et Facebook réclame de l'argent. Un comble. Donc, bien faire attention à faire une campagne par période. Moi, je préconise par mois parce que c'est comme ça qu'on va essayer de ne pas trop fatiguer l'audience et surtout de mettre une date de début, une date de fin. Moins de 15 jours, c'est pas assez de croustillant, c'est-à-dire on n'a pas assez de résultats fiables pour tirer des conclusions. Ça m'arrive de faire des campagnes de moins de 15 jours sur des jeux concours peut-être, mais c'est vraiment le peu de campagnes. Et puis plus de 3 mois, ce serait trop long par rapport à une audience qu'on viendrait ressolliciter, sursolliciter. Déjà, 1 mois, c'est très bien. Dans les publicités, parce que dans chaque ensemble de publicités, oui, on pourra créer plusieurs publicités. Pareil, quand on fait moins de 3 publicités, ben, l'A/B test est assez peu performant. Quand on en fait plus que 10, on risque là aussi d'un petit peu fatiguer notre audience. Donc voilà, entre 3 et 10, souvent j'en fais 5 pour voir laquelle va mieux fonctionner. Et donc c'est bien 5 publicités avec un même budget, puisque le budget est vraiment à l'échelle de l'ensemble de pubs. Donc sur les budgets recommandés, voilà, 350 € par mois, oui, quand on va être sur une ville particulière, une ville test, ça peut être intéressant. Je suis un magasin, je suis un petit commerce, ben, on peut très bien faire une campagne à 350 € par mois. Après, quand on est sur plusieurs villes ou une région entière, plutôt 500 € par mois. Et puis, quand on va être sur des logiques un peu plus globales, où on va avoir plusieurs magasins ou plusieurs types d'audience, ben là, on va aussi accroître les budgets. Et évidemment qu'on commencera à les augmenter quand on verra vraiment les performances. Donc 750, 1000, 5000 € par mois si on veut viser par exemple la France entière. On peut très bien techniquement faire une campagne à 300 € par mois et dire je vise la France. Simplement, notre message il va être complètement disséminé et on va se dire ah oui tiens, la région qui a le mieux marché c'est l'Aquitaine parce qu'ils ont eu 10 clics et puis les autres en ont eu 3. Bon, de 10 à 3, c'est quand même pas terrible, donc voilà, c'est un peu trop large. Alors quand on investit 5000 € par mois, ben, on va toucher beaucoup plus de personnes, donc on aura des volumes d'utilisateurs beaucoup plus intéressants aussi à étudier. Et puis effectivement, ben, la question était bonne, c'est quel est le taux de conversion derrière, ce taux de conversion qui va nous inviter à investir beaucoup plus. Et pour certaines marques pour lesquelles je travaille, oui, on arrive à 10 000, 15 000 € par mois sur des périodes stratégiques. C'est-à-dire que ça ne va pas être toute l'année, mais ça va être souvent, tiens, la période de Noël, typiquement, où on sait qu'il faut pouvoir investir beaucoup plus. Et oui, c'est très concurrentiel, donc il y a une certaine inflation aussi. Notre coût par clic va passer parfois de 30 centimes à 70 centimes. Ah oui, ben, on le sent passer. On touche toujours plus de monde, mais en fait, les résultats, il faut pouvoir les estimer bien en amont. Donc, je ne dis pas que pour attaquer Noël, il faut forcément 10 000 €, mais en tout cas, si on a plusieurs points de vente et plusieurs audiences spécifiques, on aura souvent besoin de budget supplémentaire. Et puis, pour terminer sur ces points importants sur les campagnes, qu'est-ce que ça s'affiche? Oui, ça va venir. Le nerf de la guerre, ça va être l'audience. L'audience parce que en fait, on va pouvoir faire beaucoup de choses différentes sur nos réseaux. Est-ce que vous l'avez? J'attends une seconde, voilà. Ouais. L'audience, c'est le nerf de la guerre dans le sens où, en fonction des réseaux, on va pouvoir toucher différentes possibilités de ciblage. Sur Facebook, ça se basera beaucoup sur les centres d'intérêt et sur ce que les personnes ont déclaré dans leur profil. Sur LinkedIn, on va être sur des critères professionnels, donc ce que j'ai mis en capture, le nom de l'entreprise, la taille de l'entreprise, les domaines d'études, etc. Donc vraiment, là aussi, du déclaratif super intéressant à utiliser parce que forcément, on remplit, nous, en tant qu'utilisateurs, nos profils, on met toujours plus d'informations et LinkedIn nous invite forcément à déclarer toujours plus de choses sur notre profil. Un réseau qui va être passionnant, c'est Pinterest, parce que là, on va pouvoir mixer à la fois des centres d'intérêt, ce que préfèrent les gens, les types de pages sur lesquelles ils interagissent, et puis les requêtes. Donc, on est un petit peu comme chez Google, c'est quels sont les mots-clés qui ont été tapés dans le moteur de recherche Pinterest.
Et là, ben, dans les ciblages, on va pouvoir croiser les deux et dire je m'adresse à toutes les personnes qui apprécient l'habitat et qui ont tapé rénovation de la cuisine dans le moteur de recherche Pinterest. Donc ça permet de croiser complètement et de s'adresser à des gens qui sont vraiment susceptibles de cliquer sur nos publicités. Chez Twitter, on aura une particularité, c'est de pouvoir dire ben, je m'appelle Leroy Merlin et je veux toucher tous les abonnés de chez Castorama. Eh bien voilà, ça va être une possibilité aussi facile, et puis Castorama pourra faire la même chose de son côté. Ou alors de cibler des hashtags, donc vraiment l'utilisation des mots-clés par les internautes aussi. Quels sont les hashtags les plus populaires? Je vais pouvoir directement les intégrer dans mon audience. Et puis chez TikTok, on aura le côté centre d'intérêt, mais aussi le côté comportemental de quels sont les types de vidéos que je préfère. Est-ce que je peux cibler les internautes qui interagissent sur des vidéos de 15 secondes, de 10 secondes, de 3 secondes, qui apprécient telle musique sur les vidéos aussi. Donc c'est aussi des centres d'intérêt croisés avec le comportemental, ce qui est toujours intéressant. Donc chacun a un petit peu ses particularités. Évidemment, dans le choix, c'est davantage les tranches d'âge qui vont nous intéresser, ou le côté professionnel, non professionnel, dans le choix de ces réseaux. Pinterest, typiquement, va être intéressant pour cibler l'univers de la maison, de l'habitat, de la construction, de la mode, des cosmétiques, mais pas du tout certains secteurs qui seraient complètement étrangers à Pinterest dans la recherche d'inspiration. On va souvent sur Pinterest pour trouver des idées, comparer. Donc attention au champ, c'est bien aussi de pouvoir naviguer nous en tant qu'utilisateurs avant d'investir en publicité pour se rendre compte de ce qu'on trouve comme autre publicité, mais aussi comme post en organique. Et puis le côté nerf de la guerre, c'est aussi se dire, bah, dans tous ces régies, est-ce que je veux un ciblage extrêmement large où en fait j'ajoute tel critère ou tel critère? Je veux acheter cibler toutes les personnes qui s'intéressent aux chaussures ou aux pantalons, donc ça peut toucher beaucoup de monde. Ou alors j'affine et je dis, je veux toucher toutes les personnes qui s'intéressent aux chaussures et aux pantalons. Ça veut dire que dans leur navigation, dans leur clic sur les réseaux, ils ont fait les deux. Donc on est davantage sur un ciblage beaucoup plus fin. Peut-être moins de personnes qui vont être touchées, mais davantage de chances de vraiment tomber sur les bonnes personnes. Pareil, on pourra dire on exclut ou on inclut tel ou tel critère. Je fais un ciblage dans le centre-ville de Nantes, mais je ne veux pas tel quartier. Eh bien, je pourrais l'exclure facilement de mon ciblage géographique. Est-ce que j'inclus ou pas les fans de ma page? Ça va être aussi un critère clé. Dans les audiences, on aura aussi le côté remarketing. Donc, je retouche les personnes qui sont déjà venues sur mon site web ou qui ont déjà interagi avec mes posts organiques sur ma page Facebook. Ou alors, je vais toucher les utilisateurs qui ressemblent à telle audience. Par exemple, j'ai fait une première audience en disant j'ai touché tous les utilisateurs qui sont passés par mon site web depuis 30 jours. Et bien maintenant, parmi ceux-là, je vais toucher tous ceux qui ont vraiment converti. C'est-à-dire qui ont vraiment fait un achat sur mon site. Ou au contraire, j'ai envie de toucher toutes les personnes qui ont des centres d'intérêt en commun avec ceux qui ont déjà acheté sur mon site. Et donc là, c'est l'algorithme qui va chercher ces personnes en disant, OK, ceux qui ont converti correspondent à tel profil, on va essayer de s'adresser à ce type de profil sans que nous, on ait besoin de renseigner quelques centres d'intérêt particuliers. Et puis l'idée aussi, c'est de construire les campagnes les unes après les autres pour se créer un historique et comprendre quelles sont les audiences qui ont été le plus efficaces. Donc là, on a notre historique, on n'est pas obligé de les recréer à chaque fois. On peut revenir sur une campagne précédente et facilement pouvoir recapitaliser et réutiliser une audience qui avait été performante sur une précédente campagne. L'autre point clé, c'est les emplacements. Et ça, il faut creuser un petit peu plus au niveau de la création de nos publicités. En fait, on va faire beaucoup de tests entre les appareils sur lesquels on veut diffuser nos publications, les mobiles, les ordinateurs, les tablettes, que ce soit Apple ou autre d'ailleurs, les placements, les fils d'actualité, les stories, est-ce que je vais sur ces différents placements ou pas, les formats, est-ce qu'il vaut mieux de la photo, de la vidéo, des carousels. Ça, c'est souvent, voilà, en étant accompagné par une agence, forcément, on a quelques codes, mais c'est en faisant qu'on se rend compte des formats et des placements les plus intéressants. Et puis, quel est le sujet que je veux aborder? Tiens, dans mon community management, j'ai vu que plus j'étais en immersion dans mon entreprise, plus ça plaisait, plus je montrais de visage. Ça risque d'être aussi un petit peu la même chose sur les publicités, donc des sujets très visuels, des textes pas trop longs, pas trop promotionnel en fonction des réseaux. Instagram, par exemple, va pas trop aimer le côté très promotion. Pinterest non plus. Alors, Facebook va le tolérer beaucoup plus. LinkedIn, c'est un peu à la croisée des chemins. Parfois, on voit des choses qui ressortent un petit peu du très promotionnel.
Et puis, quel bouton d'action je vais mettre pour vraiment inciter à faire une action sur mon site web? Est-ce que c'est en savoir plus, acheter, réserver? Ça aussi, ça va être des choix stratégiques où c'est pour ça que faire plusieurs publicités dans une même campagne, ça permet de tester aussi ces boutons d'action. Et on sait qu'on s'adresse à des algorithmes, donc la question c'est quels hashtags sont les plus populaires? Est-ce que je vais taguer des personnes, des événements, des entreprises? Est-ce que j'utilise des emojis aussi comme dans le community management? On sait que ça peut aussi donner du grain à moudre aux algorithmes qui vont comprendre un petit peu l'émotion, la tonalité qu'on veut faire passer. Donc, c'est pas neutre, c'est pas que du ludique, les emojis. C'est pas juste pour s'amuser. Et puis, quel est le volume de caractères? Donc, c'est là où je dis pas trop, pas plus de 200 caractères souvent dans une même publicité. En gros, il faut éviter d'aller lire la suite, parce que si on lit la suite, forcément, c'est un clic déjà de la part de l'utilisateur qui cliquera peut-être moins sur notre bouton d'action. Et dans ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est la duplication de contenu. C'est en gros le copier-coller d'une publicité Google, je vais le copier directement dans Facebook, ça faut se méfier. La copier-coller d'un texte sur mon site web, je remets exactement la même chose dans la publicité. En fait, Facebook, je prends l'exemple de Facebook, mais c'est tous les mêmes. Ils vont savoir que ça existe déjà, donc ils vont pas le censurer, mais clairement, on touchera moins de monde. Pareil sur les pièges à clics, c'est-à-dire, tiens, je veux des fans, donc dans mon texte, je mets abonnez-vous, c'est maintenant, tout de suite, allez, likez tout de suite. Ben, c'est trop incitatif, donc la publicité peut être légèrement, pas censurée, mais en tout cas une moins bonne portée. Pareil sur la violence et les critères assez simples de la communication, Facebook n'en voudra pas. Et bien préciser si on a des enjeux de recrutement, des enjeux électoraux, ça c'est en début de campagne qu'on vient cliquer aussi sur ces champs-là. Est-ce que vous avez des questions? Je vous mets en parallèle quelques autres facteurs clés de succès dans les codes du community management. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces... Yes, du coup, on va prendre comme d'habitude les questions dans l'ordre. On a la question de Lynn qui vous demande si booster une publication sur Instagram, ça revient à faire de la publicité un peu, si c'est dans le même ordre d'idée. Oui, clairement, c'est de la pub, mais je le recommande pas parce qu'en fait, quand on booste une publication comme ça, quand on part de notre page ou de notre compte Instagram, en fait, on va investir un budget sur une publicité. Donc, ça empêche l'A/B test. Et puis surtout, en partant comme ça, souvent on a des systèmes d'audience. C'est un peu la version réduite de la régie publicitaire. On a beaucoup moins de choix dans l'audience, beaucoup moins de choix dans les placements, les formats. Donc, c'est clairement fait pour nous inviter à le faire. Hein. Facebook ou Instagram poussent à ça partout. Mais c'est pour aller dépenser rapidement 10 € sans forcément réfléchir à ce qu'on fait. Donc, j'aurais tendance à vraiment pas le recommander et plutôt passer par le business manager, business.facebook.com. Si je ne l'ai pas remis, je vous le remettrai dans le support. Parce que c'est là où on aura une construction de campagne avec plusieurs publicités et du coup un investissement qui, sur le long terme, devient plus intelligent qu'investir sur un boost. Ok, très clair, merci. Donc, on va prendre la question de Léna qui dit que vous évoquez de nombreux clics dans la catégorie trafic de votre présentation, mais est-ce facile de traquer la qualité de ces clics et comment le faire? Ouais, alors c'est facile, pas toujours, mais oui, en tout cas, on va pouvoir le faire. On va y venir juste après, justement. Et une des premières clés, d'ailleurs, je le mets là, c'est de construire les URL de destination. C'est-à-dire, quand vous créez la publicité, vous avez le texte, l'image, la vidéo, vous avez le bouton d'action et quand on est typiquement sur une campagne de trafic, on doit renseigner l'URL de destination, donc l'URL de notre site web ou de notre page précise. Là, je vous recommande de choisir l'option dans ces cas-là UTM, c'est-à-dire choisir de rajouter un point d'interrogation et une suite de mots derrière pour décrire la campagne. Cette UTM, elle vous permettra demain, dans vos outils Analytics, Google Analytics, Matomo et autres, de dire, tiens, je sais que telle personne qui a converti, qui a cliqué vers mon site, elle vient bien de telle publicité, de telle campagne faite à tel moment. Donc ça, déjà, ça rassure, on se dit que ouais, la conversion est bienvenue de la publicité et ça permet d'avoir un historique aussi de quelles sont les campagnes qui ont bien fonctionné ou pas, d'apprendre beaucoup plus vite. Mais oui, après, la question viendra aussi du point de vue du pixel. Je ne sais plus si j'en reparle un petit peu après, justement, sur le suivi, l'amélioration. Ok, top, très bien expliqué. On va juste prendre la dernière question de Nicolas, du coup, avant de te laisser poursuivre. Donc, il dit que tu évoques beaucoup le learning by doing. Et est-ce qu'il vaut mieux investir de l'argent en testant les social ads ou directement payer une agence comme la tienne, niveau budget? Je pourrais me vendre très facilement et dire oui, il faut une agence, absolument. Mais en l'occurrence, moi, je vous conseille d'abord d'essayer par vous-même pour vous rendre compte aussi, parce que si vous le confiez à une agence, de toute façon, vous serez amené à le piloter en partenariat. C'est vous qui ferez les choix stratégiques de quel ciblage, quel budget. Donc, de toute façon, il faut le comprendre. Donc, il faut le tester par soi-même
avant de faire confiance à une agence. Souvent, on vient nous voir, nous, parce que vous n'avez pas le temps de le gérer, c'est surtout ça. Mais en amont, non, il faut essayer de le tester. Alors, c'est vrai que si je parle de 10 000 €, ça fait peur, mais 350 € sur un mois, ouais, c'est souvent un budget test pour au moins se rendre compte de l'impact que va avoir une première audience. Et puis ensuite, on sera mieux à même de dire, OK, mon coût par clic, ça a été ça. Ma prochaine campagne, je veux l'améliorer. Soit j'ai pigé tous les petits codes et je le fais moi-même pour améliorer, soit je vais le confier à une agence ou à un freelance ou à un prestataire qui va pouvoir le faire pour moi. Mais on est rarement, enfin, nous qui le faisons pour les entreprises, on ne le fait jamais en autonomie. On est toujours en partenariat où on fait valider le moindre choix qu'on fait sur les régies publicitaires. Ok, top, merci. Je vois que le temps file, alors j'avance un peu. L'autre point, c'est justement le suivi, l'amélioration de ces performances. Toujours revenir un petit peu à l'objectif qu'on a fixé au départ, quand on a choisi un objectif bien particulier, quels sont les indicateurs qu'on va avoir derrière. Pour moi, les premiers indicateurs, ils ne sont pas forcément dans la performance exacte, ils sont plus dans les avis et l'e-réputation et les messages qu'on a reçus et les commentaires qu'on a reçus. Parce qu'on va faire des publicités et on va recevoir des commentaires exactement au même endroit que quand on consulte les commentaires sur nos posts organiques. Et c'est ça ce qu'il y a de plus important à vérifier en premier lieu. Si on doit consacrer du temps sur nos indicateurs, c'est d'abord ça, c'est qu'en ont pensé les gens, quels avis ils ont laissés, quels commentaires, quels messages ils nous ont laissés. Ensuite, effectivement, j'ai fait une campagne de trafic. OK, qu'est-ce que ça a fait sur le site web? Je vais consulter mon analytics pour voir si je retrouve à peu près les mêmes chiffres. Or, depuis 1 an, 2 ans, on a des disparités vraiment fortes entre un Facebook qui compte parfois les choses en disant oui, il y a eu une visite, mais en fait, la personne a d'abord cliqué sur autre chose avant de revenir sur Facebook, puis d'aller sur le site. Ils vont s'attribuer la visite. Donc, parfois, Facebook tire un petit peu trop la couverture. Et puis, à un autre moment, ça va être un Google Analytics qui va dire l'inverse. C'est-à-dire, oui, OK, l'internaute est venu par Facebook, mais avant, il avait déjà fait une recherche sur Google, donc finalement, ça vient du référencement naturel. Donc, parfois, on a des chiffres qui sont un peu, qui changent un petit peu d'une plateforme à l'autre. Donc, il faut pouvoir les remettre en perspective et se dire, OK, il y a Facebook, je vais le comparer d'une période à l'autre. Et puis, sur mon outil d'analytics, je vais aussi regarder les évolutions en fonction des investissements. C'est quel coût ça a représenté. Et pareil, donc sur les conversions, sur les taux d'engagement que je vais suivre au fur et à mesure, en sachant que ces engagements, ils ne sont pas neutres, parce que même si je fais une campagne de conversion, tiens, je veux plus d'achats sur mon site web, ce sera toujours important de regarder quels ont été les partages, les commentaires, les likes sur ces posts qui visaient à faire acheter. Parfois, on en apprend davantage, on se dit, OK, le produit a été très bien vendu, mais les retours dans les commentaires sont pas positifs, donc ça ne sert à rien d'insister sur cette publicité-là ou sur ce produit-là. Il vaut mieux changer un petit peu. Et puis pareil sur la communauté, alors c'est pas le critère le plus important pour moi, loin de là aujourd'hui, hein, le nombre de fans, mais c'est plus la qualité de ces communautés. Si je dis je fais une campagne Facebook pour recruter de nouveaux fans, oui, si j'investis 500 €, ça va souvent me faire un pic de 500, 600, 700 nouveaux fans. Très bien, je suis content, j'ai de nouveaux fans, mais est-ce qu'ils sont vraiment quali? Et la seule manière de le voir, c'est est-ce qu'ils restent avec nous sur le long terme? Est-ce qu'un mois après, 2 mois après, on a toujours autant de fans sans avoir continué l'investissement publicitaire? C'est là où on sait que si notre ciblage au départ était pertinent ou pas. Et puis dans les critères un peu moins forts, la couverture, combien de personnes on a vraiment atteint, combien d'impressions, donc les vues de nos publicités, et puis pareil sur les vidéos, est-ce que les personnes ont vu la vidéo? Le critère d'Instagram, de Facebook, c'est 15 secondes. Ils considèrent qu'une vue de vidéo, c'est on l'a visionné 15 secondes, et puis saura nous dire aussi sur les vidéos plus longues, est-ce que ça a été vu à 25, 50, 75 ou 100%, pour se rendre compte aussi est-ce que le message est passé jusqu'au bout finalement ou pas. Et l'autre chose, c'est de se servir vraiment du compte publicitaire pour regarder la performance des publicités. Donc le quanti, on l'a dit sur ces chiffres clés, le quali sur OK, est-ce que mon audience au niveau démographique, comportemental est intéressante. Là, c'est chez LinkedIn qu'on a le plus d'informations au niveau des professionnels. C'est qu'on sait sur la publicité quels sont les visiteurs qui ont le plus cliqué. Est-ce qu'ils viennent de tel secteur d'activité? Ils ont telle fonction, tel poste, telle compétence, telle taille d'entreprise. Ça va être ça qui va être pertinent parce qu'on se dit, dans l'audience suivante, le mois suivant ou la période suivante, on fera attention à bien recibler les personnes qui ont le plus cliqué ou qui ont le meilleur taux d'engagement, justement.
Et puis enfin, sur notre page aussi, sur nos sites web, est-ce qu'on a des vues de page de destination fortes? Est-ce que les conversions sont au rendez-vous? Est-ce qu'on a des événements? Et là, on va justement parler du pixel juste après. En plus des performances sur la page LinkedIn, Pinterest, Facebook, est-ce qu'on a une progression des abonnés? Et puis, est-ce qu'on a donné assez d'écho à nos contenus? Parce qu'on voulait investir pour faire autre chose que le community management. Eh bien, est-ce que ça a vraiment porté ses fruits en termes de population touchée? Donc, je disais les conversions, et on finira sur ce point. Le plus important, c'est d'établir un pixel, c'est-à-dire tout un plan de marquage de notre site web. Le pixel Facebook, c'est un bout de code qu'on intègre à notre site web et qui nous permettra ensuite de dire, tiens, telle publicité a généré telle conversion sur mon site web. Ça permet de faire tout ce tracking, ce suivi des conversions, et puis de faire du remarketing aussi, puisque c'est grâce à ce pixel qu'on saura dire, OK, je recible facilement toutes les personnes qui sont passées par mon site depuis 10 jours, 20 jours, 360 jours. C'est grâce à ce pixel-là. Donc ce pixel, c'est pareil, on le retrouve sur le Business Manager, donc business.facebook.com. C'est un bout de code à intégrer à notre site web. Parfois, on a besoin d'un développeur ou d'une agence qui, là, va devoir intégrer le site web dans le code. Ou parfois, c'est aussi possible de l'intégrer via des partenaires comme Google Tag Manager. Je parlais beaucoup de Google. Bon, il y en a d'autres. Matomo Tag Manager aussi, ça marche aussi. Pour en fait, comme un code Google Analytics, on va pouvoir l'intégrer aussi assez facilement. Et ça va être indispensable, non pas pour lancer la campagne, parce on peut très bien faire des publicités sans ça. Par contre, pour apprendre de nos campagnes, c'est essentiel. Parce que c'est là qu'on saura vraiment lequel a le mieux fonctionné, quelle publicité, quel format, quel contenu, qu'est-ce qui a vraiment séduit les utilisateurs et fait naviguer après vers le site ou vers l'application ou vers le blog. J'ai parlé beaucoup de sites web, mais ça peut être d'autres supports digitaux aussi. Donc ce pixel, voilà, ça ressemble à ça. Après, c'est est-ce qu'on a eu davantage de demandes de rendez-vous, de devis validés, de catalogues envoyés, tous les formulaires qu'on va pouvoir avoir sur un site qui correspondent à des événements liés à ce pixel. Et c'est pour ça que c'est souvent important sur vos sites web d'avoir des boutons d'action déjà, évidemment, et puis surtout d'avoir des pages de validation derrière les formulaires ou des événements déjà créés pour pouvoir les associer aux régies publicitaires sur les réseaux sociaux. Pour finir, juste un petit schéma, je reprends mes 10 étapes qu'on avait tout à l'heure. Ce qui est important aussi dans le côté test and learn, et effectivement, je suis assez aficionado de ce côté-là pour faire progresser les campagnes, c'est de bien comprendre que des audiences, ça se construit dans le temps, et c'est notamment au départ de la conquête, ensuite d'associer ou pas nos fans, ensuite d'aller vers une conquête un peu plus affinée, c'est là où je prenais l'exemple de chaussures et pantalons en numéro 3, puis de faire du remarketing parce que c'est là qu'on aura les taux de conversion les plus importants, c'est recibler les personnes qui nous connaissent déjà, qui sont passées par notre site, et ensuite aller vers des audiences personnalisées et similaires où on va toujours plus affiner en disant ok, je sais quelles sont les personnes qui ont le plus cliqué, je vais les retoucher à un autre moment, ou au contraire, je veux des gens qui ressemblent à ces bases-là, ou je veux intégrer moi-même ma base client. Ça aussi, c'est possible d'importer une base prospect, une base client, un fichier Excel. Alors, il y a pas mal de colonnes à respecter, de champs de saisie, mais ça permet aussi de recibler les personnes. En fait, Facebook va faire attention aux noms-prénoms, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'appuie pas sur les coordonnées, mais il s'appuie sur les noms-prénoms. Donc, on arrive souvent à 70% de la base qui est vraiment exploitable. Les 30%, c'est soit des homonymes où il n'arrive pas très bien à trouver la bonne personne, ou alors des qui ne sont pas assez bien renseignés. Mais c'est aussi une possibilité d'aller toucher aussi des personnes qui font partie de nos données en interne. Et puis, on peut aller jusqu'à se dire, le remarketing, on le fait à N-1, c'est-à-dire, tiens, campagne de Noël pour les chocolats, eh bien, je vais retoucher l'année d'après ceux qui ont acheté des chocolats sur mon site l'année d'avant. Ça permet de retoucher aussi facilement ceux qui ont parfois les meilleurs paniers moyens ou dont on sait que ce sont des acheteurs fidèles et qui vont y revenir. Voilà un petit peu sur cette étendue et ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble des social ads. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il est 13h déjà. Alors, on va prendre peut-être une dernière petite question sur la saisonnalité de Waylan, qui demande du coup comment s'adapter, quand savoir quand lancer sa campagne
quand il y a une saisonnalité forte en période de Noël et que ça coûte cher pour cette période-là? Ouais, faut pas hésiter à lancer très tôt. On sait, nous, qu'aujourd'hui, Ok, les campagnes, un peu comme en magasin, c'est malheureux, mais oui, c'est dès novembre qu'on va commencer à parler de Noël. Pour déjà faire connaître, hein, ce qu'on disait, faire connaître, faire naviguer avant de faire acheter. Et puis rythmer l'année aussi en fonction des objectifs. Par exemple, on sait qu'on veut vendre à Noël, donc nos campagnes de conversion elles seront sur Noël, mais faire progresser notre communauté, ben, on peut le faire sur un temps un peu plus faible. Ça peut être septembre, ça peut être bien en amont. Pareil sur l'inspiration ou sur les candidatures. Il m'arrive de faire des campagnes Pinterest en août parce que les coûts sont très très faibles. Forcément, les réseaux se disent il y a beaucoup moins de personnes. Ouais, mais le peu de personnes qui réagissent, ils s'engagent vraiment. Et les recruteurs vous diraient oui, en août, c'est parfois pertinent de lancer des offres d'emploi. C'est toujours essayer de trouver ce juste milieu entre les temps forts et les temps faibles. Sur les temps forts, on va vraiment faire ce qui est proche de la conversion, donc vraiment de la décision de l'internaute. Et puis sur les temps faibles, on sera sur du recrutement de fans, sur des interactions avec nos posts existants aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi, dans une campagne, aller chercher des posts existants sur nos pages et leur donner un nouvel écho. Et puis faire naviguer en fonction de plus petits temps forts dans l'année, parfois une période de promotion, de solde. Après, la solde peut être aussi le temps fort principal, mais essayer de rythmer comme ça pour ne pas avoir à investir 10 000 euros chaque mois, mais plutôt, tiens, ce mois-ci, c'est seulement 500 euros, puis le mois de Noël, ben, on sait que voilà, ça va être 2 000, 3 000 euros parce que c'est beaucoup plus concurrentiel, les coûts sont plus élevés, mais on veut s'appuyer sur des audiences qu'on a déjà construites en amont dans l'année. On sait déjà qui interagit sur nos audiences, donc on est beaucoup plus fin quand arrive novembre, décembre. super, très clair. Merci beaucoup, Benoît. Je pense que ça va clore notre session comme on a déjà dépassé un peu aujourd'hui notre time slot. Je vous remercie vraiment d'avoir été si nombreux et d'avoir posé autant de questions. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien de l'agence de Benoît. Donc, David, Nicolas, Pauline, si vous voulez poser des questions plus approfondies, n'hésitez pas à le contacter et même à aller sur le site de 1789.fr. On va vous envoyer une enquête de satisfaction, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués. N'hésitez pas, du coup, à la remplir, à nous donner vos feedbacks. Ça nous aide à améliorer le contenu. Merci encore à Benoît. C'était super structuré et très clair. J'en ai appris beaucoup personnellement. Je te laisse le mot de la fin, du coup. Bah, le mot de la fin, c'est voilà, l'efficacité de vos réseaux et dépend de vos campagnes et de ce côté test and learn. Ouais, je l'assume complètement. Donc, exploitez-les en ce sens. Et merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. Super. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt pour des nouveaux webinaires avec l'accélérateur du numérique. Très bonne journée à tous.